Plus vite, plus court. Du jardin je passe dans ta cour. Prendre un premier verre au puits de lumière. C'est ça et j'obtempère à ton putain de caractère. Un don de moi, un don de toi. Le même ciel sous un même toit. Un don de moi, un don de toi. Le même ciel sous un même toit. Je suis venue habiter ici pour le côté populaire. Je trouve que dans Montpellier, c'est un quartier dans lequel il reste encore un esprit de village. Je suis venue, j'ai aimé l'ambiance et du coup j'ai cherché une maison absolument dans ce carré de rue-là. Montfiguerolles, c'est avant tout un quartier où on vit, où on respire, où il n'y a pas d'immeubles, il n'y a pas de... c'est un petit quartier, tout le monde se connaît, il y a tous les commerçants sur place. Je l'aime parce qu'il a sa mixité, parce qu'on a des rapports avec les voisins, que c'est pas des inconnus. Un quartier vivant, un quartier mixte, un quartier mosaïque. Il y a des villages gaulois un peu partout, mais c'en est un. Par rapport au commerce, il y a un peu de tout. C'est un des seuls quartiers où à tout instant on peut trouver ce qu'on veut. Voilà quoi, c'est un quartier riche. Ce qui est surtout évoqué quand on regarde une revue de pièces du quartier qu'on a fait d'ailleurs sur l'exposition, on voit que le quartier est vivant. Il y a tout le temps des quartiers des articles sur le marché, sur la vie du marché, sur ce qui se passe, sur les concerts. Le quartier est très vivant, il y a une vraie vie de village, comme le disent toutes les personnes qu'on a interrogées, il y a une vraie vie de village. Et sur les sondages, les personnes qui n'aiment pas le quartier, en général, ils ne vivent pas dedans. Donc en général, les habitants, eux, ont plutôt une vision positive du quartier. Ce que je dirais de Figuerolles, mais qu'on peut dire des autres faubourgs, c'est que c'est au fond des lieux de rencontre et des lieux d'ouverture. Et si vous voulez, quand on le rapproche de l'histoire de ces quartiers, ce sont des lieux où ont toujours transité les hommes et les marchandises. On arrivait à Montpellier par ces faubourgs. Et donc Figuerolles en fait partie. Et c'est vrai que ça a généré petit à petit une autre façon de vivre la ville et énormément de rencontres. Et ce sont des quartiers qui sont riches de ça, qui sont riches de cette ouverture, de l'ouverture au monde, de l'ouverture aux autres, et riches de cette capacité de créer du lien autrement. Il faut savoir qu'à la guerre de 14, Figuerolles avait été un repère de déserteurs. Il y a pas mal de gens qui désertaient, qui venaient se cacher à Figuerolles. Et donc tout ça, toute la population les soutenait, quelle que soit son obédience. Et c'était c'était un peu le village gaulois, et ça a toujours gardé ce critère. C'est un quartier où les gens se rencontrent beaucoup. Je veux dire, ça peut être populaire. Il y a des gens modestes nécessairement. Quoi. Je veux dire, c'est pas un quartier où il y a uniquement des bourgeois. Quoi. Voilà. C'est des gens qui sont travailleurs, étudiants, gens modestes, où les gens se rencontrent. Dans les bars, des trucs comme ça, c'est un quartier populaire pour moi. Quoi. Voilà. Quand on a décidé de chercher à acheter quelque chose, on a cherché, on a visité un peu dans quelques quartiers de Montpellier, mais chaque fois qu'on allait voir quelque chose ailleurs, on se disait non, c'est ici qu'on veut être. Un don de moi, un don de toi, le même ciel sous un même toit. Il y a au fond deux choses derrière l'idée de renouvellement urbain. La première chose, c'est de densifier le centre-ville afin de lutter contre l'étalement urbain. Et puis, il y a une deuxième chose qui est de réhabiliter les grands ensembles construits à la va-vite parce que c'était nécessaire dans les années, entre les années 50, 60 et 70. Le projet a été voulu par les élus de la ville de Montpellier en fin 2002, car il était important, alors que Montpellier fait de nombreux nouveaux quartiers, il fallait en parallèle avoir une action ciblée sur le centre-ville qui ne devait pas être délaissée par rapport à ces nouveaux quartiers. Bien, c'est un quartier qui a une grande proportion de logements insalubres, donc ça avait été identifié. Et c'est un quartier qui avait une évolution qui était jugée négative, c'est-à-dire qu'on allait de plus en plus vers de l'insalubrité.
Donc l'idée, c'était, quand on a eu ce constat, c'est donc la ville a mis ça en place, a dit aujourd'hui on va missionner la SERM pour produire et réussir à fluidifier le marché, ce créneau, ce segment de marché du logement qui est aujourd'hui où le seul privé ne peut pas faire. Il faut l'initiative publique, la prérogative publique pour réussir à fluidifier et à réguler le marché à terme. On est dans le cadre du ZPPAUP. Donc tout à l'heure je vous disais bien, la trame résidentielle, le projet de ville. La ZPPAUP nous dit le projet. C'est une façon d'aborder, la façon de transformer l'espace, et j'aurais envie de dire, sans modifier sa composition sociale, tout en valorisant les apports culturels. Donc le mode de vie essentiel, ça a été au tout départ l'agriculture et surtout la viticulture. Et puis peu à peu, avec la crise de la viticulture, avec le phylloxéra, etc., la viticulture a cessé d'être un pôle principal. Il en est resté tout l'artisanat qui allait avec, donc les fustiers, les fabricants de tonneaux, qui sont peu à peu devenus des menuisiers, les vendeurs de charrettes qui se sont plus ou moins, qui ont disparu, mais il existait tout un réseau déjà de petites industries. Alors là, je veux refixer des plaquages qui sont soulevés. Et donc, ils sont décollés, ils sont soulevés. Donc, pour pouvoir les faire adhérer, ça ramollit la colle et puis ça donne un petit peu de souplesse en même temps au bois qui serait trop cassant autrement. Je suis arrivé en 1980. J'habitais à Strasbourg à l'époque. Et bon, l'appartement que j'avais à Strasbourg, je devais le quitter parce qu'il était repris par le propriétaire. Donc, tant qu'à changer d'appartement, je me suis dit que c'était le moment de changer de coin. Oui, donc il fallait que je trouve un petit appartement rapidement et abordable. Et donc, on m'a orienté sur Figuerolles, qui était le quartier que les Montpelliérains ne voulaient surtout pas habiter. J'ai jamais habité dans un immeuble neuf ou récent, et par choix, quoi. D'abord, j'ai besoin que les murs soient vieux, qu'ils aient déjà vu des trucs. C'était beaucoup moins cher. Hein. Oui, ça a énormément augmenté. On n'aurait jamais pu... Si on ne s'était pas décidé à ce moment-là, on n'aurait jamais pu avoir un truc de cette dimension. Hein. C'est sûr que le quartier va changer. Hein. C'est effectivement ce que craignent pas mal les gens du quartier, avec toutes les opérations de rachat par la SERM. On se dit, bon... Il suffit pas de manger les petites gens et les petites maisons pour en faire des HLM derrière. Il suffit pas de polisser le quartier pour qu'il devienne bien sous tout angle. Ils veulent en faire un centre-ville ici. Alors les craintes que j'ai, c'est que justement le quartier est en train de monter en flèche, il est en train un petit peu de se boboifier, hein, entre guillemets. Et avec l'arrivée du tram, ça risque encore d'aggraver le coup. Moi je pense que je pourrais pas acheter ma maison par exemple. Qu'est-ce que je pressens pour que ça va devenir un quartier de bobo? Voilà. Parce qu'ils sont en train de virer les gens qui faisaient l'âme de ce quartier, quoi, c'est tout. On considère que ces quartiers sont trop exclusifs dans leur population pauvre, que ça génère des problèmes. Et donc, à travers ces politiques, il y a le souhait de faire revenir des populations plus aisées. Moi, de voir évoluer ne serait-ce que la place devant la pleine lune lorsqu'ils ont refait les travaux, je trouve ça chouette. Qu'ils refassent les façades. C'est bien aussi de ne pas s'enterrer dans quelque chose d'existant et de voir la nouveauté venir. Enfin... Il y a des choses bien dedans quand même, parce qu'ici, il y en avait, ils faisaient n'importe quoi, ils louaient des trucs, c'était n'importe quoi, et ça c'était pas bien. Mais j'ai pas envie que ça devienne trop propre, c'est tout. Voilà.
réalité, quand on est arrivé, l'état des lieux, c'était un quartier dans lequel il y avait un parc social de fête, où les propriétaires n'y habitaient pas, mais avaient spéculé, comme vous dites, en découpant des appartements en toutes petites cellules. Il y avait même quelquefois des appartements qui n'avaient pas de fenêtres. J'en ai vu des appartements sans fenêtres. Même moi qui travaille là-dedans depuis 8 ans, il y a des fois, je rentre dans des trucs, je me dis mais non, c'est pas possible. On en avait, quand on a acheté, on en avait une qui vivait dans le garage là-bas. Ouais. Oui. Ouais, donc vous avez cassé la baignoire et tout. Il y en a qui rentrent là, il y en a qui rentrent là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 en bas. Et oui, il y en avait 7, ouais. 7 et plus le garage 8. Aujourd'hui, quand on est rentré, on était dans une situation où on avait des appartements qui faisaient moins de 30 mètres carrés et qui étaient loués 500, 600 euros. C'est en ratio, vous dépassez les 20 euros du mètre carré. Et qui étaient dans un état et des fois, à l'intérieur, vous aviez 3 personnes qui habitaient dedans. Aujourd'hui, ces personnes, elles payent le même loyer, mais elles habitent dans un type 3. Elles ont peut-être un taux d'effort qui est un peu plus élevé. Mais aujourd'hui, elles ont chacune leur chambre pour dormir. Part tout droit pour le Minnesota. Alors l'Atelier du Nord, c'est un atelier d'artistes. Nous sommes 3 à travailler ici au quotidien. Il se trouve que 2 jours par mois, on ouvre ce lieu en invitant des artistes, des collègues, des musiciens aussi à l'occasion. Et on a une expo par mois en fait qui se fait ici. On va dire 80% de notre clientèle, c'est des gens du quartier, voire de la rue, beaucoup de gens du quartier. Oui. Je sais pas à quoi c'est dû. C'est vrai que le fait que la mairie préempte beaucoup de choses et laisse beaucoup de murs vides, c'est pas génial pour l'instant. Qu'est-ce que ça va devenir, je sais pas. C'est vrai qu'il y avait des loyers 48, ça n'existe plus. Dommage. Moi, je trouve que c'est dommage quand même. Alors moi, j'ai des craintes par rapport à ce quartier parce qu'en fait, on voit de plus en plus de maisons avant qui sont préemptées par la mairie et la Serme, entre autres. Et ces trucs-là vont être réhabilités, on ne sait pas trop comment. Donc en attendant, c'est un quartier qui meurt parce qu'il y a presque une maison sur 2 qui est barricadée, qui est fermée, qui est murée même. Et est-ce que ces appartements-là vont pas être réhabilités très cher? En tout cas pas pour les gens qui habitent le quartier actuellement. J'ai peur que ça se boboise, comme entre guillemets, dans le quartier, ouais. C'est une crainte. Allô gentil docteur, puis-je venir à mon heure? Ce soir la fête est là, mais mon ami est pas. Allô gentil docteur, puis-je venir à la fête? Ce soir la fête est là, mais moi j'y serai pas. Ma belle, passez donc me voir, je vous prescrirai l'espoir. Oh j'en ai plein mes tiroirs et je vais pas vous laisser choix. Ma belle, passez donc me voir. On peut comprendre que notre intervention soit mal perçue. Déjà, premiers éléments, c'est qu'effectivement, je pense que les premières années de notre intervention qui n'étaient pas du tout lisibles, l'incompréhension des occupants, des gens qui habitent le quartier, que certains immeubles restent vacants plusieurs années. Alors ça s'explique par plusieurs choses, ça s'explique par les problématiques complexes de relogement, des relogements qui sont des fois longs, puisque effectivement on respecte le choix du locataire en place pour lui trouver quelque chose qui est acceptable à la fois pour lui et pour l'ensemble de sa famille. Ouais, les gens ont certainement une appréhension sur le fait d'être peut-être dépossédés de leur quartier, parce que c'est un quartier historique où il y a beaucoup de Maghrébins ou de personnes d'origine maghrébine. Donc ils craignent peut-être le fait de se voir à terme dépossédés du quartier par des populations un peu plus aisées, quoi. Quand on réhabilite un quartier et qu'on le fait bien, paradoxalement, ça se traduit par une augmentation des loyers, lesquelles augmentations de loyers ont pour conséquence de repousser les ménages qui autrefois habitaient ces quartiers plus loin. L'action publique, elle est là pour venir essayer de corriger justement ces dérives. Première dérive, c'est une todification du quartier, pour en arriver éventuellement jusqu'à un ghetto. Deuxième dérive, c'est complètement l'inverse, c'est une population avec des moyens
qui commencent à s'intéresser à un secteur et qui commencent à racheter chaque immeuble et là, effectivement, à faire fuir la population en place pour en faire un quartier de luxe. C'est ça qui s'appelle la gentrification. Uniquement ça. Donc pour l'instant, ce qui fait l'intérêt de Figuerolles, c'est quand même que c'est un des seuls quartiers dans Montpellier où il y a vraiment une communauté gitane, arabe, il y a les Quinfs, il y a les Africains aussi qui sont là. Du coup, les questions de changement de population et tout ça, ben, ça amène à se poser quelques questions, quoi. Où vont aller ces gens-là, comment est-ce qu'on continuera quand même à avoir cette harmonie-là ou pas, et des choses comme ça, quoi. Ouais, 3 logements là-dedans. Les biens sont pendant 10 ans obligatoirement loués avec un loyer maîtrisé. Les loyers maîtrisés, c'est entre 6 et 8 euros du mètre carré. Aujourd'hui, le marché immobilier à Montpellier, on est plutôt autour de 12. Sur du 6 euros, on est à la moitié. On ne change pas forcément le quartier, l'identité du quartier et la population. On l'a acheté avec des locataires et la quasi-majorité des locataires aujourd'hui habitent encore le quartier, mais dans des appartements qui ont été rénovés. D'un côté, on s'attaque à la propriété privée, des bâtiments vides qui sont laissés à l'abandon, et d'un autre côté, on s'attaque au projet d'urbanisme. C'est pas qu'on est contre la réhabilitation des quartiers, on est contre le fait qu'il n'y ait pas de prospective, qu'on n'étudie pas l'impact de la réhabilitation sur l'avenir, et que les gens qui habitent les quartiers n'aient pas de contrôle là-dessus. Ça veut dire comme à Figuerolles, s'ils rénovent tout, ils font tout à neuf comme dans les quartiers centres, ce ne sera pas la même population qui va habiter forcément, quoi. Sachant qu'il y a le tram qui va passer à côté, il n'y aura pas de contrôle sur les prix des loyers indéfiniment, quoi. Donc ça engendre forcément une mutation des quartiers. Notamment sur l'opération Grand Cœur, on a un gros écho dans le quartier, quoi. Les gens qui nous disent les problèmes qu'ils ont eus, les expropriations, le fait que la SARM rachète à moitié prix, tout ça. Enfin. Le projet de Grand Air, c'est 100 logements, 60 logements en promotion privée, donc réalisés par un promoteur qui a réalisé du logement libre. Et aujourd'hui, ça a été revendu à des propriétaires aujourd'hui occupants, mais aussi des propriétaires investisseurs qui ont acheté pour louer. Et puis c'est aussi 40%, donc 40 logements qui ont été réalisés par un bailleur social, le Nouveau Logis Méridional, qui a réalisé du logement social public. La CAF, lorsqu'elle a déménagé et qu'elle a disparu, et inévitablement a généré de l'inquiétude au niveau des habitants, des professionnels, mais également des commerçants. Et donc, force est de constater qu'un projet de ce type va apporter une nouvelle dynamique dans un quartier en pleine transformation. Si on renouvelle bien les quartiers, forcément, il y a un mouvement, il y a un corollaire économique. Et ça, je ne vois pas comment on le maîtrise, parce qu'on est quand même dans un pays où c'est les copropriétaires qui décident de vendre leurs biens immobiliers ou pas. C'est les bailleurs sociaux qui vont décider d'augmenter ou pas les loyers, etc. On est dans un système libéral et donc on n'a pas de prise là-dessus. Quand on parle de réguler le système de spéculation, qu'elle soit immobilière ou financière, ce sont des choix politiques. Nous, on ne peut pas, ville de Montpellier, empêcher la spéculation. On peut mettre en place des outils qui limitent les effets de cette spéculation, mais on ne peut pas l'en empêcher. Un don de moi, un don de toi, le même ciel sous un même toit. Alors l'historique de cette mosquée, qu'elle existe depuis 80. Pourquoi ici? Parce que tout le samedi, le dimanche, il y avait toute la communauté maghrébine qui se réunissait autour du marché, qui discutait. Et petit à petit, on a la boucherie maghrébine qui se trouve ici. Après, on a les petits cafés et tout le monde. Et après, à force de voir beaucoup de maghrébins ici, la communauté elle a décidé de faire une petite mosquée ici pour être près de ses fidèles. Voilà. La dernière vague d'immigration maghrébine, celle qui a quelque part transformé le quartier en y mettant une empreinte supplémentaire, c'est à partir des années 70. Je vous disais, quand les petits commerces n'ont plus résisté face aux grandes surfaces et ont tous fermé les uns après les autres, quand plus aucune industrie pouvait s'installer là, parce que pour une série de normes, à la fois d'hygiène,
de nuisances, etc. C'était plus leur place. Donc le quartier, ça se vidait, quoi. La vie économique se vidait. Alors bon, on a vu arriver ces nouveaux commerces qui ont redonné, réinsufflé la vie au quartier. Moi, quand je me suis installé sur Gambetta, du coup, il y avait 5 ou 6 magasins qui sont installés à côté de moi. Vous voyez, parce que les gens viennent des villes, de Frontignan, de partout, parce que vraiment, ils trouvent les produits qu'ils ne trouvent pas ailleurs, qu'il n'y avait pas, des produits. Et moi, je me rappelle, je vais acheter par un camion de dattes à Marseille pour l'amener, qu'avant, les gens ils sont obligés d'y aller à Marseille. C'était tout le monde il allait à Marseille pour faire les courses, le thé à l'amande, vous voyez, tout l'été. Et tout ça, il n'y avait pas les amandes et tout ça. Il n'y avait pas, c'est moi qui a commencé avec des camions qui amenaient ça. Et du coup, c'est devenu le quartier arabe. Ce qui, je pense, fait une des qualités de ce quartier, c'est qu'il y a un marché tous les jours, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est une richesse et qui forcément génère des déplacements, forcément génère des rencontres. On va bizarrement, alors que c'est le même marché, que tout le monde, il y a quatre primeurs, voilà, ils sont tous pareils, mais bon, on va toujours en voir un. Du coup, ça devient notre le petit bonjour, machin, on croise forcément les mêmes personnes. Donc oui, il y a une vie de quartier, comme on l'appelle, qui est très forte. Donc on est présent sur le marché 6 jours sur 7, voilà, du mardi au dimanche. C'est un marché qui est tous les jours, qui amène une sorte d'animation au quartier, qui ramène un peu du monde aussi de l'extérieur, qui ne connaissent pas forcément le quartier. Donc c'est comme une sorte de porte à l'extérieur, une ouverture vers l'extérieur. Parce qu'on a beaucoup de la clientèle qui n'est pas forcément de quartier. Donc on a commencé à l'ancien marché de Gambetta, qui se retrouvait en face de Tati. Et depuis 5 ans, on est ici sur la place Roger Salengro. Ceux qui nous ont perdus le regrettent un peu sur le courant, parce que c'est vrai qu'un marché, ça dynamise le quartier, vous voyez. Donc c'est un ensemble. Donc on a un peu boosté tout ce qui était commerce aux alentours ici, quand on est arrivé sur Salengro. Par contre, sur le plan cabane, c'est beaucoup plus dur pour eux maintenant. Voilà. On a perdu beaucoup de clients, on a récupéré d'autres clients. C'était vraiment un changement assez difficile à vivre. J'ai pas bien compris le déplacement du marché du plan cabane à Salengro, soi-disant provisoire et qui s'est avéré définitif. Le marché à Salengro, c'est pas désagréable, hein, mais il est plus petit. Et puis bon, ça donne quand même l'impression qu'il faut que ce soit hein, qu'on repousse un peu les marges. On avait monté une association et on avait pas mal milité, mais c'est vrai qu'on s'était opposé un petit peu à la mairie parce qu'on avait pensé qu'il y avait eu au mieux un problème de communication, au pire une forme d'escroquerie. On a peut-être une dizaine de marchands maintenant place Salengro. Bon, c'est pas très heureux hein, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de place pour travailler. Il y a des problèmes de circulation, des problèmes d'ordures ménagères, etc. Et la place est restée vide. Ce qui serait en plus, c'est de se servir de cette place aux pigeons. On a une superbe place qui ne sert qu'aux pigeons, hein, qui pourrait servir à faire plein de choses, un peu comme à Montmartre. Il pourrait y avoir, je sais pas, des marchés aux fleurs, des brocantes, plein de choses comme ça. Donc la question s'est posée de savoir s'il fallait remettre le marché sur plan cabane ou si on le laissait sur Salengro. Ça fait l'objet d'un débat, il y avait les pour, les contre. Finalement, il a été jugé que le marché de proximité avait tout à fait sa justification sur la place Roger Salengro, mais pour autant, il ne fallait pas que plan cabane soit délaissé. Et là, on aborde la question de la centralité, justement. La centralité de ce faubourg-là, c'est ni plan cabane, ni Roger Salengro, c'est le couple entre les deux, et avec notamment les deux rues qui font la liaison entre les deux, la rue d'Aru et la rue du Faubourg Figrol. Bon, alors le plan cabane a été pendant près de 70 ans un marché florissant, et qui à ce moment-là, sa présence a contribué à faire en sorte que le plan cabane faisait partie du quartier Figrol. Son transfert à Salengro a vraiment limité le Faubourg Figrol. C'est-à-dire là maintenant, au plan cabane, on n'y va plus. Et il n'y a plus de raison d'y aller. Alors ça va certainement marquer le quartier, parce que quand des habitudes sont prises comme ça, il faudrait qu'il y ait vraiment des pôles attractifs pour que des gens reprennent l'habitude de... Donc ça aura contribué à rétrécir un petit peu le faubourg.
Le principe, c'est effectivement d'avoir des complémentarités entre les deux, de retrouver des activités. Alors, est-ce que c'est des marchés thématiques? Est-ce que c'est des activités plus ponctuelles, plus événementielles sur plan cabane? En tout cas, il y a besoin de faire vivre ce couple. Utopie, ça vient du grec, ça veut dire non-lieu. Ou alors, il y a un double sens, ça peut aussi vouloir dire le lieu du bonheur. Et donc on a pris ces deux choses-là, et d'abord on a voulu réfléchir au non-lieu. Et le non-lieu, ça nous a rapidement amené à la ville. À la ville où il y a aujourd'hui plein de non-lieux. Soit des lieux abandonnés, soit des lieux où on n'a plus lieu d'être, en fait. On s'arrête plus, on avait beaucoup parlé de ça, où on fait que passer, où on vit plus, on s'arrête plus. On s'arrête plus sur les places pour s'asseoir sur un banc public, où on fait que passer en fait, pour aller d'un endroit à l'autre. Des lieux finalement qui ont été victimes d'une politique générale visant à nettoyer la ville, finalement. Et des lieux où il n'y a plus rien. Vous savez, monsieur, dans toute la France, il y a des quartiers chinois, il y a le quartier italien, il y a le quartier ça. Ça, c'est le quartier arabe. Pourquoi on veut le lever? Moi, un Français, jamais il va mettre dans sa tête d'aller manger une choucroute au plan cabane. Laissez le plan cabane aux gens qui font le couscous. Les acteurs, les opérateurs de la rénovation urbaine ont un rôle à jouer pour apporter des infrastructures qui puissent permettre à ceux qui sont là de travailler mieux, et puis qui puissent donner aussi envie aux autres de venir s'installer. Personne n'a envie de vivre dans un ghetto et personne n'a envie de vivre dans un lieu qui a été dégradé parce qu'il a été finalement abandonné et oublié depuis des années et des années. On aimerait qu'il n'y ait plus des fermetures de commerce qui vont de la place Salengro à l'ancienne poste de police. Et il y avait une centaine de commerces dont il faut être attractif. Et là, Grand Cœur peut jouer un rôle intéressant dans la mesure où si l'on peut, on rachète et on réhabilite et ensuite on loue, ou bien on aide ceux qui veulent réhabiliter. Donc il faut que le commerce non seulement perdure, mais se diversifie. Au début, franchement, on était content que le quartier il va se rénover, machin et tout, mais derrière, dans ces derniers temps, on a le sentiment qu'ils veulent se débarrasser de nous. Voilà, on a ce sentiment-là et c'est ça qui nous fait peur. Du moment que c'est renouvelé, machin et tout, ils veulent se débarrasser de nous. Ils veulent se débarrasser des commerçants du quartier. Et c'est ça qui nous fait peur maintenant. Alors, il y a une certaine forme d'amertume qu'on peut rencontrer parfois chez certains commerçants arabes qui pensent, peut-être pas à juste titre, que maintenant que le quartier va être rénové, voilà, ça va être trop beau pour eux et il faut qu'ils aillent ailleurs. Oui. J'étais commercial dans une entreprise et j'ai profité d'un licenciement économique pour faire ça. Voilà. C'est simple, c'était soit chanter au coin des rues avec un ordre de barbarie, soit monter une pizzeria, par exemple, et donc j'ai choisi, finalement, ça a été la pizzeria. Une boutique qui est mythique un peu dans le quartier parce que je la connais depuis étant enfant. C'était une dame qui vendait de la mercerie et qui vendait des bonbons aussi. Donc tous les enfants du quartier venaient acheter leurs bonbons ici. Il y a un côté ouvert sur la rue et puis un côté plus convivial, où là, on peut finir la soirée avec des copains ou des trucs comme ça. C'est un petit resto modeste de quartier, hein, c'est pas plus. Hein. Voilà, j'en sais que je m'intéresse à l'art et à la musique, donc voilà, elle est présente ici, sous forme d'expo, sous forme de collection personnelle, et la musique aussi, quoi, voilà, donc voilà, c'est tout. Et c'est un lieu convivial, quoi, voilà. Toujours, il y avait un article dans Midi Libre d'un journaliste, de Claude Sérillon, à propos des indignés. C'est une belle chose, les indignés, hein, je trouve. Partout, dans tous les pays du monde, il y a des gens maintenant qui
qui se réunissent, hein. Ça c'est beau. C'est très chouette ça. Voilà, après bon, la politique, elle est ce qu'elle est. Hein. Tant que c'est pas les gens qui la font, sans que c'est les politiciens, c'est pas bon quoi. Il faudrait que ce soit les gens, hein, voilà, mais ça, foutre ça dans la tête des gens, ça n'a pas l'air évident quoi. Mon endroit préféré dans le quartier, t'as vu sur une carte de Montpellier, tu vois Cité Jolie, t'appuies dessus, c'est ça, c'est ça. C'est parce qu'on est né ici et on a grandi ici. On a vécu notre enfance et c'est là qu'on s'est régalé le plus. Il y avait rien d'autre où on pouvait aller et c'était notre rythme de vivre. Alors, la cité Gélie, elle est construite dans les années 60 et elle répond à un besoin de logement. Donc on avait un panel de population des années 60, hein, avec tout ce qui composait la société à ce moment-là. Et au final, quelque chose qui était pas mal, à part qu'on était avec des gens qui travaillaient, quoi, qui gagnaient relativement bien leur vie en tant qu'ouvriers, et qui donc ont ressenti l'appel du périurbain. Et peu à peu, tous sont partis construire leur villa et fuir un peu les problèmes de cohabitation. Et peu à peu, ces appartements sont vidés, ils n'étaient pas attractifs, ils ne correspondaient pas à un besoin. Et donc, peu à peu, ils ont été attribués aux familles gitanes. Je suis née ici et je vais rester pour toute la vie ici. Personne ne m'en empêche. Mais peut-être que tu changeras d'avis quand tu auras un mari, des enfants. C'est pas mon mari qui va m'empêcher de vivre là où c'est que je suis née. Des fois t'as pas envie de partir parce qu'il y a toute ta famille là et tout. Mais des fois t'as envie de partir parce que des fois ça t'énerve. Hein. Ils font tellement trop de bêtises, trop de choses que des fois ça t'énerve et t'as envie de partir. Alors la cité Gélie, c'est à la fois un groupe de gens qui est très heureux d'habiter là parce que c'est leur habitat, ils ont toujours vécu là, et qui n'ont pas de moyens non plus très importants pour pouvoir aller ailleurs. Mais il y a surtout une très grande quantité de familles, surtout de jeunes familles, qui voudraient habiter ailleurs. La barre d'immeuble est horrible, allez la filmer. L'ascenseur, on dirait l'écurie de Saint-Onès là-bas. C'est pitoyable tout ça, moi je trouve. Eh ben, je dirais qu'il faudrait qu'ils refassent tout. Parce que c'est vraiment vieux, donc ils arrangent un peu, hein, et ce serait bien entretenu. Ils ne font pas attention. Il n'y a qu'un garde pour toute la cité. ACM l'a annoncé, ces logements sont situés pour l'instant en impasse, effectivement au fond de la cité, mais puisqu'on a prévu de créer une liaison entre la rue de Foncarade et la cité Gélie à cet endroit-là, ça ne sera plus en impasse, ça sera complètement relié au faubourg à côté. Donc, s'il y a un endroit où ça peut commencer, la mixité, ça peut être par cette opération-là. Ce qui saute aux yeux quand même, c'est un peu le communautarisme, puisqu'il y a tout de même plus de 350 familles à peu près d'origine gitane sur les 410 logements HLM. Donc c'est une gêne, bien que ça puisse être... Il y a des atouts, parce que les gens s'entraident, mais tout de même, ça fait un milieu trop fermé. Et cet enfermement se retrouve aussi dans la façon dont les voies actuelles ne permettent pas facilement d'aller sur l'extérieur. Une école qui est aussi enclavée et où il n'y a que des élèves gitans. Le communautarisme induisant ceci, il faudrait vraiment avoir une possibilité d'un meilleur entretien des logements pour que d'autres familles aient envie de venir habiter là. No, 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 que no la quiero. Oh, no, no, no la quiero yo. Il y a des gitans aussi qui veulent être aussi ailleurs hein, que d'être ici, quoi. Mais en majorité, nous, on aime bien être entre familles. Entre nous. C'est ça, oui, plutôt. Sa famille qui compte. Te vi la playa. Qu'on est un peu délaissé quand même. C'est un peu délaissé. On voudrait qu'il y ait plus d'activités pour les jeunes chez nous du quartier.
Au lieu de faire des conneries comme ils font le soir, en train de brûler des poubelles ou des sacs en plastique. Alors, il faudrait qu'ils nous donnent une salle pour qu'on apprenne à jouer et qu'on puisse garder les jeunes avec nous. Voilà. Pour pas qu'ils fassent des conneries. En fait, chaque groupe de logement a ses problèmes. Là où il y a davantage de personnes âgées, les demandes ne sont pas du tout les mêmes que là où il y a beaucoup de petits-enfants. Et d'autre part, dans les espaces publics également, il y a des gens qui en ont fait un peu leur territoire, d'autres ne peuvent pas passer. Mais si on discute de tout ça avec eux, mais groupe par groupe et pas globalement, il semble qu'on pourrait avoir des réponses plus intéressantes. Concertation, j'ai envie de répondre un peu comme le slogan 68 arts pour élection, quoi. Piège à con. On a l'impression que quand on fait de la concertation, les choses sont déjà décidées. Difficile de se mettre à la place des habitants, mais ce que l'on observe un peu partout et dont on peut considérer que c'est un invariant, quelles que soient les opérations aujourd'hui de renouvellement urbain, on observe que la population veut être un stakeholder, elle veut être partie prenante, elle veut participer au diagnostic urbain, au diagnostic de son quartier, de son territoire, et elle veut aussi co-construire un projet. Il y a une approche qui consiste à dire que c'est le marché, et seulement le marché, qui organise la ville. Et puis, il y a une volonté politique qui consiste à dire qu'il faut essayer d'interférer sur le marché, de réguler le marché. On ne pourra pas le contrôler, mais en tout cas essayer de le réguler. Juste pour poursuivre sur ces débats, en fait, ce qui ressort quand même par rapport au film, c'est les processus de concertation qui peuvent être plus ou moins défaillants. Sur comment effectivement faire plus de dialogue ou faire remonter la parole de l'habitant et la prendre en compte. Donc juste un petit mot sur la concertation. Moi j'aurais envie de dire, je pense qu'il faut être un tout petit peu plus ambitieux. Y mettre peut-être un petit peu plus de moyens. C'est-à-dire que là, on est sur un quartier, je ne sais pas combien il y a d'habitants, mais à mon avis, le groupe qu'on est ici n'est pas forcément représentatif de ce quartier-là. Vous avez raison. On va être un peu plus ambitieux sur la concertation. Donc moi je vous dis oui, on voit bien que cette journée elle en est emblématique. Et nous, enfin en tout cas, on prend conscience aujourd'hui de la nécessité d'en faire plus. Moi, de ce que j'ai vu ici, clairement, ça ne me donne pas le sentiment d'être concerté avec la ville. Et là, clairement, ils sont arrivés, ils ont présenté, ils sont tout rasés, et après on a commencé à réfléchir. C'est-à-dire qu'après, nous, le comité, on a commencé à se bouger, on a monté une action, et puis sur le marché, on a fait pétition. C'était le jour où Madame la maire passait faire sa campagne, donc l'idée c'était de mettre un peu la pression en l'élection. La CERM achète la parcelle, détruit la villa, et à ce moment-là, les habitants du quartier disent mais vous n'allez pas reconstruire à cet endroit-là, nous on a besoin d'un square, celui Cour-Saint-Del ne nous convient pas, on en voudrait un ici, effectivement dans un endroit très central au niveau du faubourg. Un beau quartier, des fleurs, des fontaines et des arbres, tout le monde est d'accord. Bon. Maintenant, ce changement, il est décidé par les pouvoirs publics parce que c'est leur vocation, c'est leur mission, c'est aussi avec des subventions publiques et nos impôts. Et donc vouloir rénover un centre-ville qui ne manque pas de charme quand même, ce faubourg aussi qui ne manque pas de charme avec ses commerces, etc., ça implique aussi de communiquer, ça implique aussi de la concertation. Parce que communiquer, c'est faire adhérer, et puis c'est faire que aussi les gens ne développent pas des angoisses et justement ne développent pas des résistances à ces changements. On n'a pas fait de réunion, on a reçu des convocations au tribunal. C'est le procureur qui nous a convoqués par rapport aux travaux qu'on devrait faire, c'est-à-dire enlever les rideaux, enlever la clim de dehors, machin et tout. On n'a même pas été prévenus. C'était des convocations directes au tribunal. Moi, quand je suis venu en 2006, la façade, il était sale. Il y avait des trucs qui tombent et tout ça. C'était comme ça, quoi. C'était comme vous voyez là. Ben, je l'ai mis en propre et ça existait, ça fait 30 ans que ça existait, il n'y a personne qui est venu. Et là, quand je les ai mis en propre, j'étais convoqué. Ce qu'on attend, qu'ils nous expliquent qu'est-ce qui va se passer. Et voilà quoi, pour qu'on sache exactement, parce que là, on est dans le doute. Je crois qu'on ne peut plus faire de l'urbanisme comme on l'a fait à un moment donné, par grandes décisions, par grands coups de serpe dans la ville.
Il faut que notre urbanisme de demain soit respectueux de plein de principes et de valeurs localisées. Moi, j'aimerais que ce quartier continue à sentir bon la liberté, qu'il continue à avoir cette chaleur de la densité humaine. Je crois qu'il y a suffisamment de valeurs nouvelles qui s'impriment sur ces territoires pour exiger certaines choses. Il devrait y avoir des exigences de la population résidente. Il faut qu'elles se manifestent. Un don de moi, un don de toi, le même ciel sous un même toit. Bah moi je vais m'adapter, parce que sinon je vais mourir. Donc voilà, je ferai avec. Ah non, moi je suis pragmatique, hein. Moi, je confonds pas tout. Après, moi je considère que ce que je fais à la pleine lune, je vais garder cet état d'esprit-là. C'est une façon de résister quelque part, malgré tout, parce que je pourrais aussi faire un bar aseptisé, faire un bar avec à cibler uniquement la clientèle étudiante, genre je serais moins emmerdé, ça c'est sûr. Bon, c'est pas ce que j'ai envie de faire, donc je vais continuer comme ça. Mais en m'adaptant aux contraintes qui sont faites par la mairie, entre autres, par tout un tas de choses, quoi. Je suis perplexe en ce moment-là, au niveau de la politique, au niveau de tout ce qui va se produire dans les mois qui viennent, quoi. Voilà, ça peut déclencher quelque chose ici au niveau du quartier. Sinon le quartier, pour moi, il va rester comme ça quand même. Je pense pas qu'il évolue énormément. Tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais moi je trouve que ouais, c'est bénéfique pour le quartier. Après, peut-être qu'on a l'habitude de vivre dans un quartier, c'est toujours la même chose et que le changement, des fois, ça bloque les gens ou ça les empêche. Hein. Ils ne voient pas comment ils vont pouvoir évoluer, mais petit à petit, avec le temps, si on a des bonnes associations qui peuvent travailler, qui comprennent le quartier, qui travaillent avec les personnes du quartier, et je pense que c'est totalement positif. J'espère que ça gardera son caractère petite structure, petite maison, petite chose qui fasse qu'on ait quand même une impression d'identité de quartier. Hein? Voilà, première action, on fait une première action de l'ordre des Juliette. Et on a fait ça samedi dernier, on a fait le compost. On a fait le composteur. Composteur. Il y avait un bon mouvement là. Ouvert à tous là. Figuier, quoi le figuier? Hein? Parce qu'on est à Figueroa. Le figuier, parce qu'à Figueroa, ils n'ont pas été capables de foutre un figuier les mecs. Eh ouais. Voilà. On nous met des pommiers, mais on n'a pas mis un seul figuier, c'est pas normal voilà. Ça. Alors au lieu de le planter déjà grand, comme ils ont fait, comme là, voilà, nous on le met tout petit pour que les jeunes, et surtout les enfants, ils reprennent le temps que ça met à pousser, et après ça fera de l'ombre après, surtout là. Et après on pourra jouer au bout de là, tranquille, à l'ombre. Mais dans... prendre soin un peu de... Voilà. Et après, ils nous donnent les figues, hein, s'ils veulent. De toute façon, comme il y en a plein de figuiers, là, il y a le stockage, Plus vite, plus court. Du jardin, je passe dans ta cour. Prendre un premier verre au puits de lumière. C'est ça, et j'obtempère à ton putain de caractère. Un don de moi, un don de toi, le même ciel sous un même toit. Un don de moi, un don de toi, le même ciel sous un même toit. C'est dissecité, là je vois bien. Plus besoin d'ériger de murs mitoyens. Double vitrage à l'étage du double foyer. Le troisième œil du troisième âge d'un sage atteint de cécité.